à l'ensemble de la population. Donc c'est pas, je veux dire, la décision et l'analyse virale n'est pas quelque chose de juste accessoire. Alors on commence à connaître un peu les virus qui peuvent poser problème. Alors le plus connu pour les médecins actuellement, c'est celui-là, d'abord parce qu'il a un nom qui ressemble à un virus qu'on a chez tous les transplantés, même s'il en est assez différent. Mais surtout, c'est malheureusement probablement une ou la cause importante du décès du premier transplanté cardiaque qui a reçu un cœur de cochon et qui en fait a développé une myocardite avec ce virus, en plus probablement d'un rejet. Alors, c'est assez compliqué parce qu'en fait, le virus n'a pas infecté le receveur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transmission du virus au receveur. En revanche, il est décédé d'une infection de l'organe de cochon par le virus, c'est-à-dire que le virus n'est pas passé dans les cellules humaines, mais en revanche, il a développé une myocardite de l'organe greffé, et c'est un des éléments de son décès, de l'échec de sa greffe. Il y a d'autres virus où, alors là, je vous avais mis peut-être un peu les schémas qu'on essaye de, enfin, que les sociétés qui développent et les laboratoires qui développent des cochons essayent de mettre au point pour limiter effectivement les risques viraux et d'obtenir des cochons qui soient le plus à l'abri de ce risque. Et donc effectivement, soit de sélectionner des cochons négatifs, soit de faire des césariennes pour qu'il n'y ait pas de risque de contamination verticale, et puis effectivement de les élever dans des zones protégées séparément. Alors d'autres virus peuvent être en cause. Alors il y a les circovirus où on sait qu'il y a eu un cas chez le babouin de transmission, mais pour l'instant un seul sur tous les babouins qui ont été greffés. Et puis d'autres virus qui sont hypothétiques, mais voilà. Il y a le PLHV, qui est un rétrovirus aussi, qui infecte les lymphocytes B. En fait, c'est l'équivalent de l'Epstein-Barr virus, mais chez le cochon. Le seul problème, c'est que l'Epstein-Barr virus, pour nous, c'est pas très grave, puisque ça nous donne peut-être la mononucléose infectieuse si on a cette infection de façon systématique. Mais c'est aussi un virus qui reste à vie dans les lymphocytes B et qui est à l'origine d'un certain nombre de lymphomes, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, donc, il y a cet endroit, c'est des rétrovirus endogènes qui sont dans le génome des animaux. Actuellement, ce qu'on sait, c'est que les Chinois ont greffé des îlots de Langerhans encapsulés à des gens et qu'au bout de 14 mois, on n'a pas vu de transmission à l'homme. On sait qu'on n'en a pas vu chez le babouin. On sait aussi que dans un laboratoire, on est capable de faire passer les virus d'une cellule humaine, d'une cellule porcine à une cellule humaine, mais que ça ne se fait dans les conditions de laboratoire et ça n'implique pas obligatoirement que ce soit possible dans la vraie vie. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que ces virus ont beaucoup de sites d'implantation dans l'ADN, mais qu'au moins c'est une société industrielle qui produit des cochons, a été capable d'en activer au moins 59 copies. Ensuite, voilà, les résultats, on a des résultats assez précis. La certitude que 59 c'est le bon chiffre, qu'il n'y en a pas une qui échappe, etc., on l'a pas tout à fait, mais en tous les cas, ils n'ont pas réussi à retrouver de réplication virale après. Et puis après, les cochons, ils ont des viroses qui sont parfois les mêmes que les nôtres, que d'ailleurs on attrape parfois en mangeant du cochon, comme l'hépatite. Alors, le problème de la xénotransplantation, c'est assez simple, c'est qu'on avait une première étape qui détruisait les greffons en quelques heures. Tant qu'on n'a pas franchi la première étape, on ne sait pas s'il y en a une deuxième. Tant qu'on ne sait pas franchir la première, on ne peut pas savoir si effectivement derrière il y a d'autres types de rejets, etc. Donc maintenant, on en est à peu près là, c'est-à-dire que celle-là, avec ce qui détruit le greffon en quelques heures, elle est franchie. Et puis ces deux étapes
c'est le rejet aigu et le rejet chronique qu'on a en transplantation et dont on se pose la question de savoir ce qui va se passer en xénotransplantation, en sachant que globalement, tout ce qui a été vu, c'est essentiellement, pour beaucoup de choses, des mécanismes qui ressemblent beaucoup à ceux de l'allotransplantation, du moment où on transplante un être humain avec le rein d'un autre être humain, et ces mécanismes représentés extrêmement simplement pour Jamal sur ces diapositives sont a priori les mêmes, avec juste un petit truc ici, c'est toute la partie gauche de cette diapo que j'ai dû ressortir quelque part, voilà, qui correspond au mécanisme de la coagulation. Donc les mécanismes de la coagulation, c'est comme le complément tout à l'heure, hein. On est fait pour avoir des plaquettes qui coagulent quand l'endothélium est abîmé, bien que ça coagule quand on saigne, mais c'est censé ne pas coaguler dans les vaisseaux normalement, parce que sinon on serait barre. Et en fait, à nouveau, c'est basé sur un dialogue entre des protéines circulantes qui deviennent actives quand elles ne rencontrent pas les molécules qui les inhibent sur l'endothélium. Et donc c'est une espèce de dialogue, sauf que, à nouveau, la molécule qui est sur l'endothélium du cochon n'est pas tout à fait capable d'inhiber la molécule sanguine de l'homme. Donc il y a des mécanismes de coagulation qui peuvent être assez importants. Et pour certaines équipes, ils ont transfecté les cochons avec les molécules humaines pour que les molécules circulantes humaines rencontrent sur l'endothélium du cochon les molécules humaines et essayer de limiter ces phénomènes de coagulation. Alors avec tout ça, on arrive à penser qu'on va faire des greffes. On se pose ensuite la question, bien entendu, en dehors de l'immunologie, de la physiologie. C'est-à-dire que si le cœur ne bat pas du tout de la même façon, c'est pas obligatoirement utilisable. Alors ce qu'on sait, c'est que globalement la fréquence cardiaque chez le babouin ou chez l'homme est un peu plus élevée, ce qui n'est pas une catastrophe, que si on a pris des Yucatans, etc., sa hypertrophie n'est pas monstrueuse. En revanche, un cochon vit avec une pression artérielle qui est assez inférieure à celle de l'homme. Et pour limiter cette hypertrophie, et si un greffé cardiaque survivait plus de 2 mois, il faudrait probablement un traitement antihypertenseur relativement important. Alors, celle-là, elle ne devrait pas être là. Voilà. Et puis, pour le rein, physiologiquement, c'est beaucoup plus compliqué. On a quelques données sur le babouin pour dire que, finalement, globalement, on est sûr que ces reins épurent de la créatinine, que maintiennent le métabolisme phosphocalcique de façon pas catastrophique, mais probablement pas parfaite, et que globalement, mais là c'est encore plus difficile, ils maintiennent un équilibre acide-base à peu près correct, en sachant que le pH standard du cochon est à peine plus bas que le pH standard de l'être humain. Globalement, en revanche, on se pose quelques questions sur ce qui peut se passer du point de vue équilibre hydrique, puisque chez les donneurs décédés qui ont été testés, les receveurs décédés, plus exactement, on avait des durées qui étaient très importantes et on n'a pas de résultats sur le monsieur que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, globalement, on a commencé par greffer des cœurs à des singes, d'abord de façon hétérotopique, c'est-à-dire qu'on met juste le cœur sur un vaisseau, puis on regarde s'il bat, puis de façon orthotopique, en enlevant le cœur du singe, en en remettant un autre, et regardant si non seulement il bat, s'il est rejeté, et puis s'il permet la survie de l'animal. Et on est arrivé à des survies relativement importantes, avec probablement en greffe cardiaque, 2 éléments assez importants. Un qui n'apparaît pas ici, qui est le fait d'utiliser non pas simplement un transport dans du liquide glacé, comme on fait pour la transplantation cardiaque en général, mais un système de pompe qui est parfois remis même en marche pendant la transplantation pour préserver l'organe. Et puis, surtout, en utilisant un médicament qui s'appelle l'anti-CD154, un immunosuppresseur qui avait eu des tentatives de développement il y a une vingtaine d'années qui avaient été des échecs.
le médicament anticorps a été modifié pour pallier aux défauts qu'il avait. Il semble parfaitement efficace chez le babouin. Le receveur qu'on a vu tout à l'heure en a bénéficié. Ce médicament n'est pas commercialisé, il n'est même pas autorisé pour la commercialisation. Il est en cours d'évaluation. Et donc, en fait, c'est un traitement d'exception qui a été utilisé. Et ce médicament, il intervient sur la fabrication des anticorps de façon très importante. Même chose, il y a quelques essais chez le babouin de transplantation rénale. Alors il y en a beaucoup moins que le cœur, parce que c'est beaucoup plus compliqué de regarder si un rein fonctionne que si un cœur fonctionne. Mais globalement, ce qu'on sait, c'est qu'au bout de quelques temps, on a des résultats de ce type, c'est-à-dire qu'il y a des babouins qui vivent avec des cœurs transplantés depuis plus de 3 ans. Et avec des reins transplantés depuis plus de 2 ans, ce qui, globalement, fait penser qu'un certain nombre de barrières ont été passées, au moins chez le primate. Et c'est ce qui a permis d'imaginer de proposer à des humains de la transplantation et qui a conduit la FDA à les autoriser. Donc actuellement, on sait, enfin il y a eu 2 greffes de cœur compassionnelles, et puis, cette diapo n'est pas tout à fait exacte, hein, il y a eu aussi 2 greffes rénales compassionnelles, la deuxième il y a juste une quinzaine de jours. Alors, dans un premier temps, les premières tentatives chez l'homme ont été faites chez des patients décédés. Donc, des gens qui étaient en mort encéphalique, après accord des familles, on leur a greffé un cœur, puis pour d'autres un rein, pendant 48 à 72 heures pour regarder quels étaient les résultats. Effectivement, le premier résultat, c'est celui qui réellement compte, c'est qu'il n'y a pas de rejet suraigu. C'est-à-dire que les cœurs, les reins sont sortis du bloc, ils ont continué à battre. Pour le premier patient, premier receveur décédé, ça a été extrêmement compliqué du fait de l'état préalable du receveur, mais il n'y a pas eu de rejet suraigu. Donc on peut penser que cette étape est passée. Et pour le premier patient avoir une greffe compassionnelle, donc un patient qui a été informé qu'il n'avait absolument aucun espoir de survie, qui vivait avec une machine, une ECMO, une machine artificielle, qui ne s'était pas levée depuis des mois, etc. L'équipe a eu le droit de lui proposer, la FDA l'a accepté, une greffe compassionnelle. Le patient a survécu 2 mois, avec des complications chirurgicales très complexes, un patient qui est dans un très mauvais état, et puis un décès, je vous l'ai dit, qui était probablement lié à un rejet, mais dont on ne sait pas très bien si le rejet n'était pas lui-même lié à une thérapeutique utilisée abusivement, et probablement une infection virale pour laquelle actuellement on n'a pas un traitement d'une efficacité certaine, mais où en revanche on pense que lorsqu'il y aura des sérologies de ce virus, on pourra les éradiquer et faire qu'on n'utilise pas d'animaux capables de transmettre ce virus. Alors, avant la diapositive que j'ai passée, il y avait peu de résultats, enfin il n'y avait pas de résultats sur les greffes rénales, et puis il y a eu 5 greffes rénales sur des receveurs décédés, 2 qui ont été faites à New York et 3 à Atlanta. Et à nouveau, ces greffes ont été maintenues 48 heures, avec une certaine efficacité physiologique en fonction du montage qui avait été choisi, et à nouveau avec une histologie à 48 heures qui ne montrait pas de rejet suraigu. On va voir, alors là donc c'est ceux qui ont été greffés à New York.
Donc c'est ce qu'on appelle un thymokidney, c'est-à-dire qu'il y a une manipulation qui consiste à mettre un thymus de cochon sous la capsule du rein en pensant que ça aura un effet bénéfique sur le rejet. Pour l'instant, les résultats de ces transplantations, en tous les cas, étaient à distance sont probablement assez décevants, puisque tous les prélèvements qui ont été faits chez ces deux patients et chez les animaux donneurs ont été analysés en France, avec toutes les techniques d'analyse les plus sophistiquées possibles et des techniques informatiques pour gérer ces big data, et sont quand même pas très rassurantes sur les résultats immunologiques qui ont été trouvés chez les greffons, qui sont plutôt annonciateurs de rejets extrêmement intenses. Mais il faut préciser que ces greffons thymokidney avaient peu de modifications génétiques, puisqu'ils avaient juste la disparition du principal antigène porcin, mais rien sur le complément et pas de molécules capables de bloquer l'inflammation ou l'immunité. Et puis une deuxième équipe qui, si je ne m'abuse, est à Atlanta, elle a utilisé des cochons beaucoup plus sophistiqués, qui n'ont aucun des trois antigènes, qui ont 2 ou 3 bloqueurs du complément, 2 bloqueurs de la coagulation, 3 molécules humaines pour bloquer l'inflammation, et avec des résultats 48 heures qui paraissent un peu moins affolants sur les 3 receveurs décédés, en sachant que sur le premier receveur décédé, ils ont eu une activation de la coagulation qui a nécessité l'utilisation d'un médicament qu'on utilise parfois en transplantation chez l'homme en plus. Voilà. Et puis, depuis, il y a eu donc 2 greffes de rein, une dont on a peu de résultats, et l'autre dont on n'a absolument aucun résultat scientifique, mais où on sait que le receveur est décédé après être rentré chez lui environ 1 mois et demi. Et on n'a pas d'autres informations sur le site du Massachusetts General Hospital. Il est juste écrit qu'il n'est pas certain que le décès soit lié à la transplantation. Le patient était diabétique, 2e greffe, extrêmement compliqué, etc. Voilà, on n'empêche que si on regarde sur le site du Massachusetts General Hospital, il y a aussi un endroit où vous arrivez à, voulez-vous être receveur d'une greffe de rein de cochon, avec les critères pour se porter candidat. Donc ce qui, moi, me paraît encore aujourd'hui un rêve, n'est pas considéré par nos collègues chirurgiens et médecins américains comme étant tout à fait un rêve. Pour avoir assisté à un colloque avec une des chirurgiens d'Atlanta, effectivement, eux considèrent qu'ils sont quand même à 1 doigt ou 1,5 doigt de la réussite. Alors, ce qui est peut-être vrai, ce qui est peut-être pas vrai, ça implique un certain nombre de réflexions la xénotransplantation. Je vous l'ai dit, le risque viral, mais le risque viral, il implique aussi une espèce de réflexion éthique qui est assez compliquée en France et aux États-Unis. Quand vous rentrez dans une étude biomédicale, vous donnez votre accord et la lettre d'information précise obligatoirement que vous pouvez à tout instant retirer votre accord. En xénotransplantation, on a un peu de mal à imaginer que le receveur qui a donné son accord pour être suivi sur le plan viral, parce qu'il y a un risque pour l'entourage, pour les gens qui soignent et peut-être pour toute la société de réplication virale, et qu'on a besoin dans les études d'avoir ces résultats pour savoir si on peut utiliser cette technique, puisse retirer son consentement au suivi. Donc du point de vue éthique, du point de vue légal, ça conduit à imaginer pour certains pays des lois qui soient même différentes. Ça peut être des pratiques dans certains endroits, mais dans certains pays, c'est des lois. Après, ça pose un problème de fabriquer des animaux, ce qui est de les élever
dans des conditions où le bien-être animal peut être discuté. Ça peut poser à l'évidence des problèmes religieux, même si on a plein de publications, si vous tapez transplantation, des publications qui disent qu'il y a des rabbins qui ont dit que